Merci pour cette si belle introduction, Monsieur le Directeur, Monsieur le Procureur général, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel, Monsieur le Préfet délégué à la Défense et à la Sécurité, Mesdames, Messieurs, et Mesdemoiselles, Messieurs. Je me régale, hein, excusez-moi, je fais un tour panoramique parce que lorsque je vous ai quitté la dernière fois, je suis désolée de l'avoir fait dans de telles conditions, je suis partie avec la beauté à la fois singulière et harmonieuse de l'assistance. C'est vraiment la dernière image, avant de m'écrouler, pardon. C'est la dernière image que j'ai eue et c'était une image extrêmement stimulante. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Directeur, j'ai décidé de revenir. Je l'ai dit avant même de quitter l'établissement. Je crois que c'est la première parole que j'ai prononcée. J'ai dit à mes conseillers, dites-leur que je reviendrai. Et j'ai tenu à revenir. Ce ne fut pas simple, mais ça y est. Je tenais à revenir parce que, connaissant le fonctionnement de l'école, devant vous, parce que j'aurais pu revenir à un autre moment et avoir en face de moi la promotion de l'année dernière ou plus tard celle qui arrivera en début février. Donc c'est devant vous que je voulais revenir parce que je voulais poursuivre notre conversation interrompue intempestivement. Et la dernière fois, donc, je vous ai parlé, je crois avoir eu le temps de parler, je vérifiais, j'ai eu le temps de vous dire comment je percevais le métier, quelles interrogations portait cette formation à la très belle fonction de magistrat, les interrogations sur l'apprentissage d'un métier, sur l'implication dans un réseau, sur la distance que vous pourriez prendre vis-à-vis des textes et vis-à-vis des justiciables. Et cette interrogation, évidemment, est liée à cette très belle mission constitutionnelle que celle qui consiste à rendre la justice. C'est la seule, c'est le seul métier inscrit dans la Constitution. C'est un très beau service public et c'est à ce beau métier que vous êtes en formation ici. Aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu plus de l'école et de la façon dont j'y tiens, comment je la perçois, quelles sont ces belles missions, parce que c'est bien cette école qui fait le lien avec la société, entre la justice et la société. C'est la porte par laquelle vous entrez dans le métier, mais c'est la porte par laquelle le citoyen guette pour regarder la qualité de la formation de ces magistrats. Nous sommes à un moment où une interrogation forte se pose encore sur la magistrature, sur les magistrats, sur la façon dont ils accomplissent leur mission. Il est essentiel pour l'État, pour le gouvernement, qui a la responsabilité de l'État, au moins le temps d'un quinquennat, il est essentiel pour le gouvernement de veiller à ce que la magistrature soit perçue dans la société comme étant une mission élevée, forte, qui doit être respectée et soutenue. C'est essentiel, pas parce que vous êtes des personnes sympathiques ou parce que les juges le sont, mais c'est essentiel parce que rendre la justice est une mission extrêmement élevée, mais surtout extrêmement lourde dans un état de droit. Et l'état de droit tient bon sur la qualité du service public de la justice. Le service public de la justice est l'épine dorsale de cet état de droit. Le service public de la justice structure la démocratie. Il est donc essentiel que le pouvoir politique soit conscient de l'importance de ces missions accomplies et fasse en sorte que cette importance soit perçue dans la société. Il y a des interrogations sur le rôle du magistrat, sur son rapport à l'exécutif, notamment. Il y a l'exécutif, le pouvoir politique, toujours de passage, aussi longtemps qu'il dure, il est toujours de passage. Et il y a l'État, avec sa continuité. Il y a l'État et ce qu'il représente, c'est la puissance publique. Et un arrêt du Conseil d'État, qui date d'une dizaine d'années, du 6 novembre 2002, juge que le magistrat participe à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État. Oui, le magistrat participe à l'exercice de la puissance publique. Et nous avons, nous, pouvoir politique, à veiller à ce que cet exercice s'accomplisse dans les meilleures conditions. Il y a eu récemment encore, c'était au début du mois de décembre, donc la semaine dernière, un article qui s'interrogeait sur le déclin ou la perte d'attractivité de la formation de magistrats.
et semble faire un lien avec la féminisation du corps, qui est indiscutable. Là, elle est sous mes yeux, mais elle est aussi dans les statistiques, puisque c'est cette promotion, je crois, qui atteint 82% de femmes, et le niveau de rémunération sur la féminisation. Est-ce à dire que l'arrivée massive de femmes serait la dégradation d'un métier? Mais l'expérience montre qu'au contraire, l'arrivée massive de femmes est le signe d'une volonté d'accéder à un métier jusqu'alors difficile d'accès. Et s'il y a un critère d'attractivité pour un métier, c'est bien celui-là, le fait que les femmes partent à la conquête d'un métier, c'est le signe que c'est un beau métier. C'est le signe qu'une génération dit, ça suffit que nous en soyons exclus, nous allons prendre d'assaut ce métier. Pour ma part, je lis donc différemment l'arrivée massive de femmes dans la formation de magistrats. Oui, mesdames, oui, mesdemoiselles, vous avez raison de partir à la conquête de ce métier et de l'exercer tel que vous l'exercerez. Et il y a une interrogation déjà, parce que vous n'êtes pas la première promotion majoritairement féminine, il y a déjà une interrogation sur l'impact que pourrait avoir l'arrivée des femmes dans le métier de magistrat. Il y a des personnes qui se sont interrogées là-dessus. Et finalement, elles ont bien fait, parce qu'elles ont constaté qu'il y avait autant de rigueur, qu'il y avait le même rapport à la loi, qu'il y avait la même attention, et peut-être même un petit peu plus, vis-à-vis des personnes jugées, des situations de jugement. Ben oui, finalement, pourquoi pas s'interroger sur l'impact de cette forte féminisation sur la façon de rendre la justice. Et sur les motivations. La rémunération serait une raison de la baisse d'attractivité. Mais sauf que lorsqu'on interroge les candidats au concours de l'école ou ceux qui y entrent par les diverses procédures, les principales motivations, c'est de venir participer à un service public, c'est de rendre la justice, c'est d'accéder à une fonction noble. C'est ça les motivations. Alors, cela ne signifie pas que les magistrats soient forcément correctement rémunérés. Cependant, je sais bien que ce n'est pas un critère de détermination d'un métier que vous allez exercer pendant plus de 30 ans, probablement une quarantaine d'années. Et ça ne peut pas être le critère principal de choix. Alors, je sais que votre directeur, le directeur de l'école, est très mobilisé, très motivé pour aller au-devant des étudiants. Et la chancellerie soutient cette démarche qui consiste à mieux faire connaître, mieux faire percevoir ce que représentent les métiers de magistrat, et je les mets au pluriel, parce que vous serez appelé à exercer plusieurs métiers dans le même métier, compte tenu de la diversité des fonctions qui sont dévolues aux magistrats. Le citoyen s'interroge aussi, il s'interroge, et nous savons bien que personne n'échappe à son contexte, personne n'échappe à son époque. Et le citoyen s'interroge, en particulier compte tenu de ces dernières années, du regard que le pouvoir politique a jeté sur la magistrature, des propos qui ont été tenus, offensants pour certains, de sorte que le citoyen attend paradoxalement, avec ambivalence, de la part des magistrats, à la fois protection, puisque le magistrat est sans recours, mais en même temps une espèce de suspicion, une interrogation. Et on entend des phrases qui sont des poncifs et qui révèlent un doute taraudant sur les magistrats et notamment sur leur indépendance. Le pouvoir politique doit donc, en premier lieu, avant tout le monde, vous marquer du respect. Marquer du respect pour dire l'importance qu'il reconnaît à la magistrature dans la société, en tant que service public, pour la démocratie, pour la force de la puissance publique. Le pouvoir politique est le premier à devoir montrer son respect vis-à-vis de la magistrature. Mais bien entendu, il y a une part qui relève des magistrats eux-mêmes. Il y a la qualité de la relation avec le reste de la société, la façon dont vous établissez le rapport, le dialogue avec le corps social, la façon dont vous vous inscrivez dans votre environnement, la façon dont vous vous comportez, les signes que vous montrez aux citoyens, aux justiciables, de façon qu'ils perçoivent bien votre rigueur, votre exemplarité, votre humilité,
votre attachement à votre mission. Il y a donc ce va-et-vient entre la perception qui est donnée à la société de qui vous êtes, ce que vous faites d'essentiel pour la démocratie, mais aussi, bien entendu, le regard que la société vous renvoie, et ce regard changera, ce regard se chargera de respect et de gratitude au fur et à mesure que les citoyens, les justiciables, apprendront à vous connaître collectivement, mais d'abord individuellement. Je le disais, nous sommes à une époque particulière que vous vivez, parce que vous êtes dans la société et que je sais que vous vous interrogez, et qui est marquée quand même par un certain nombre d'éléments qui pèsent sur la façon dont vous pouvez exercer votre métier. Il y a un malaise, je l'ai dit. Il y a aussi, surtout, une tendance ces dernières années à considérer les choses de façon quantitative, à écarter la réflexion sur la fonction elle-même, à écarter les appréciations qualitatives de l'évolution du métier, de l'évolution de l'inscription du métier dans la société, des rapports du métier avec les autres professions, avec les autres métiers autour du juge, et à ne considérer les choses que du point de vue des moyens, du budget essentiel, mais qui ne révèle pas la qualité, la profondeur de ce que vous apportez lorsque vous exercez votre métier de magistrat. Et puis nous avons des contentieux qui se sont développés, des contentieux de masse notamment qui sont développés parce qu'en période de crise, il y a toute une série de contentieux qui frappent les citoyens, et les citoyens ont recours à la justice, et ils veulent une justice rapide, ils veulent une justice diligente, ils veulent une justice accessible, ils veulent une justice efficace. Et c'est à cela que vous êtes confrontés, c'est à cela que vous serez confrontés, vous qui allez prendre vos fonctions dans un an et demi. Vous serez confrontés à cette justice au quotidien, à la justice pénale, bien entendu, mais à la justice civile, cette justice du quotidien, cette justice qui frappe les plus vulnérables, les personnes en situation de précarité, ou qui avaient une vie, un parcours tout à fait linéaire et qui, accident de la vie, se retrouvent vulnérables, provisoirement vulnérables, mais vulnérables, et qui ont besoin des services de la justice. Parce que la justice civile, la justice du quotidien, c'est la justice de la famille, bien entendu, avec les moments douloureux d'un divorce. C'est la justice du budget familial, avec l'endettement ou le surendettement. C'est la justice de l'enfance en danger. C'est la justice du handicap, de l'aide sociale. C'est la justice de l'expulsion de logement. C'est la justice des entreprises en difficulté. Et nous y sommes vraiment. Et c'est à cette justice c'est cette justice que vous allez rendre. Cette justice que vous allez rendre, parfois avec l'obligation de prendre une décision difficile, souvent même, mais parfois une décision fatale. Et puis, plus souvent encore, je crois, avec la satisfaction d'ouvrir des possibles, de permettre que des solutions soient trouvées, que des solutions soient adoptées par les partis. Et en ce sens, vous contribuez à redonner de l'espoir, vous contribuez au lien social, parce que vous permettez à des justiciables en difficulté de ne pas céder au désespoir. Cette justice quotidienne, vous allez la rendre tous les jours. Il arrivera qu'il soit déprimant d'être confronté à de telles difficultés. Mais en songeant que les personnes elles-mêmes peuvent être dans le désespoir et que c'est de vous que dépend une chance de s'en sortir, vous abandonnerez le sentiment déprimant pour reprendre confiance en la force qui doit vous animer de façon à aider à trouver des solutions qui donnent une chance à celui qui se trouve en difficulté. Vous serez confronté, vous êtes déjà confronté à la complexité du droit. Le droit français est imprégné du droit européen, qui a un impact important sur notre droit interne. Mais le droit aussi s'internationalise parce que la France est engagée dans de multiples conventions multilatérales, qu'elle a aussi signé de nombreuses conventions bilatérales, mais surtout parce que le droit organise la vie, qu'il répond aux situations, notamment de transgression du droit, et que la criminalité, la délinquance elle-même s'internationalise. Et que vous avez à faire face à un droit
qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus divers, pour répondre à des situations criminelles, délinquantes, de plus en plus complexes, de plus en plus diverses, qu'il s'agisse de la traite des personnes, qu'il s'agisse des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes, des trafics d'alcool, des contrefaçons, de toutes les délinquances internationales, y compris la délinquance économique et financière et son cortège de corruption, mais aussi du droit civil qui s'internationalise parce que les personnes circulent de plus en plus, parce que les personnes portent aussi leurs droits personnels là où elles circulent, et que lorsque les litiges surviennent, il y a à tenir compte des droits des personnes, des droits des différentes parties et des règlements internationaux qui peuvent exister sur ces litiges. Je pense notamment aux contentieux familiaux, qui sont des contentieux douloureux, parce que ces contentieux sont toujours chargés émotionnellement, et qu'il y a toujours au milieu un ou des enfants dont le juge doit tenir compte de l'intérieur, de l'intérêt, un intérêt qui est forcément supérieur à la fois au charme, mais surtout au drame des querelles d'adultes. Et vous aurez à faire face et à arbitrer entre des droits différents et des comportements d'adultes qui, en ces circonstances, sont rarement raisonnables. Et vous devrez essayer de percevoir le droit, la vérité, mais surtout décider en fonction des intérêts de l'enfant. Et lorsque plusieurs pays sont en cause, ça peut être singulièrement difficile. Il y a donc dans ce métier, dans cette fonction, des défis considérables, des enjeux majeurs pour la société, pour les citoyens. Il est donc important de s'interroger sur le périmètre d'intervention du juge, sur l'office du juge, sur l'assistance aussi aux magistrats. Et vous l'avez dit, monsieur le directeur, j'ai effectivement demandé à l'Institut des hautes études pour la justice de travailler sur ce périmètre d'intervention du juge, de recenser l'ensemble des travaux, des études, des réflexions qui ont déjà été conduits sur ce périmètre de réflexion, d'intervention du juge, et d'ajouter, d'enrichir cette réflexion par des séminaires et des consultations. Je souhaite que l'École nationale de la magistrature y prenne sa part, de façon à ce que les questions essentielles qui devront faire l'objet de réformes sur l'assistance aux magistrats ainsi que l'organisation judiciaire, que ces questions essentielles puissent être traitées le mieux possible compte tenu de cette consultation de qualité. Par ailleurs, j'ai demandé à la direction des services judiciaires d'organiser 2 groupes de travail sur le juge du XXIe siècle et sur les juridictions du XXIe siècle. Et la direction des services judiciaires consulte de façon à ce que cette réflexion nous permette de procéder aux modifications, aux ajustements, par exemple, de la carte judiciaire selon les ressorts et selon les nécessités, mais surtout de concevoir le juge du XXIe siècle de façon à ce que cette mission de nos magistrats soit le mieux perçue, le mieux définie, le mieux conçue possible. Ces réflexions, évidemment, vont associer les organisations syndicales et les travaux devraient être rendus aux environs de juin. J'avais voulu avril. Évidemment, Madame la directrice des services judiciaires approuve lorsque je dis juin. Je sais qu'il y a nécessité d'un peu de temps pour cela. Il y a également la façon dont les juridictions sont conduites. Vous, les magistrats, vous êtes vous serez amenés à conduire ces juridictions. Il y a ce qu'on peut appeler un management. Je trouve que c'est un mot qui n'a aucune grâce, mais qui s'est installé. Le management des juridictions, la nécessité de saisir tout son environnement, l'environnement managérial, bien entendu. Vous avez à gérer des budgets, vous avez à faire vivre des juridictions avec les nécessités de la mission elle-même avec les frais de justice, les besoins pour le fonctionnement des juridictions avec les frais de fonctionnement, mais bien entendu le travail que vous organisez avec les greffiers, avec les fonctionnaires et avec les autres partenaires de justice. Il est donc important que vous soyez sensibilisés à l'environnement managérial, mais aussi à l'environnement social dans lequel se rend la justice. Il est important d'innover,
dans votre génération, pour votre génération, d'innover, de penser, de concevoir, de moderniser, de changer ce qui doit l'être. Il est important aussi de décloisonner les différents métiers. Je vous le disais, c'est un métier qui contient plusieurs métiers. Vous pouvez être juge pénal, juge d'application des peines, juge des affaires familiales, juge de la liberté, de la détention, juge d'exécution des peines, juge des enfants. Voilà. Vous pouvez exercer plusieurs métiers, aussi bien au siège qu'au parquet, puisque vous savez que nous avons une constitution qui postule l'unité du corps. Vous serez amené à exercer plusieurs métiers, en plus des détachements auxquels vous aurez décidé de répondre en administration centrale ou dans d'autres administrations, dans d'autres ministères. C'est une vie diversifiée qui s'ouvre devant vous. Il y a donc lieu, sans doute, au niveau de votre génération, de contribuer, d'accélérer le processus de décloisonnement des différents métiers contenus dans ce métier, et de faire en sorte aussi, sans doute, que la jurisprudence s'harmonise davantage dans la société. Cela, c'est un travail de conduite des juridictions, de faire en sorte que, tout en respectant l'individualisation qui est essentielle, elle est essentielle au niveau de la procédure, elle est essentielle au niveau du jugement, elle est essentielle au niveau de l'exécution de la peine prononcée. En respectant l'individualisation, il est important d'harmoniser la jurisprudence. C'est une condition républicaine d'égalité de la justice pour l'ensemble des citoyens. Vous aurez tout cela à faire et vous le ferez, j'en suis sûre, avec l'enthousiasme et le dynamisme de votre âge. Vous allez conserver un esprit critique vis-à-vis de ceux qui vous ont précédé. Ça, c'est l'atout des nouvelles générations. C'est aussi d'une certaine façon un peu leur impertinence. Je distingue l'insolence de l'impertinence. L'impertinence reste courtoise, elle reste respectueuse, mais elle se libère des liens de soumission et de discipline indus. Je sais donc que vous allez bousculer, en tout cas je vous invite à conserver votre esprit critique, à prendre du recul, à interroger les méthodes, les faits, les habitudes, et à renouveler celles qui méritent de l'être. Vous êtes jeunes pour la plupart, pas tous, parce que ça ne se dit pas comme ça. Donc, vous êtes jeunes pour la plupart, certains sont juste un peu moins jeunes, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà eu un parcours professionnel. Mais évidemment, cette jeunesse ne suffit pas. Cette jeunesse ne suffit pas. La nouveauté du regard, l'innovation un peu innée, en tout cas l'esprit de nouveauté, tout cela est extrêmement utile, mais le fait qu'il y ait une rencontre ici à l'école, mais aussi en juridiction, le fait qu'il y ait une rencontre avec la génération d'avant est extrêmement utile aussi, parce que l'expérience est loin d'être inutile. Elle est même fortement éclairante, et c'est d'ailleurs à la lumière de l'expérience que l'on peut innover. Donc je vous invite à conserver cet esprit critique, mais à ne pas jeter aux orties ceux qui vous ont précédé, parce que d'abord, évidemment, ils ont fait tenir le service public, ils l'ont enrichi eux-mêmes en arrivant, quoi que vous pensiez, jeunes comme vous, et en renouvelant pour certains un certain nombre de pratiques. Vous serez en lien, je le disais dès le début de mon propos, avec la société. Je vous invite à vous ouvrir de plus en plus à la société. L'institution judiciaire est déjà ouverte à la société. Il y a des journées portes ouvertes, il y a une participation des magistrats à de nombreuses structures sociales, civiles. Il y a les rencontres, les contacts avec les élus. Il y a ces lieux, par exemple, les contrats locaux de sécurité, les états-majors de sécurité, tous ces lieux, ces espaces où le magistrat rencontre le préfet, le procureur de la République rencontre le préfet, mais rencontre également le maire qui a la responsabilité de la sécurité également sur son territoire urbain. Mais la société elle-même, plus largement, demande à vous connaître un peu mieux, demande à mieux connaître les juridictions sans n'avoir contact avec les juridictions que dans les cas d'un litige ou d'un contentieux quelconque.
La société demande à mieux vous connaître et il est bon pour l'état de droit que vous soyez mieux connus par la société. Il y a là évidemment des démarches individuelles à accomplir, mais il y a une responsabilité collective et globale. Moi, je vous invite à accomplir toutes les démarches individuelles qui contribuent à la pédagogie sur ce qu'est le service public de la justice. En vous quittant tout à l'heure, je vais me rendre dans un lycée, le lycée d'Assaut, dans lequel d'ailleurs des élèves du lycée d'Aguin se rendront également, parce que je pense qu'il est important d'aller devant les jeunes, encore plus jeunes que vous. Quant à moi, n'en parlons pas. Allez leur parler de la justice dans la République, de la place de la justice dans la République. Et il serait bon que vous en fassiez autant, selon vos penchants et selon votre goût, que vous choisissiez devant quel public vous allez, mais quel que soit le public, que ce soit des adolescents, que ce soit la société civile à travers des associations, que ce soit devant des élus, que vous alliez faire connaître le service public de la justice. L'École nationale de la magistrature multiplie les croisements. Je sais que l'école travaille avec l'ENG, l'École nationale des greffes, avec l'ENAP, l'École de l'administration pénitentiaire, avec le NPJJ, ça doit se renforcer, je crois, donc l'École de la protection judiciaire de la jeunesse, les écoles de barreau d'ailleurs également, les écoles d'avocats. Donc il y a ces croisements, mais vous pouvez vous aussi consacrer un peu de votre temps à aller vers la société, à faire de la pédagogie sur ce service public. C'est important et c'est une façon de vivre votre liberté, votre indépendance de magistrat. Parce que votre indépendance de magistrat, celle que le pouvoir public doit vous garantir, celle que nous allons construire, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, avec cette réforme constitutionnelle sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, cette indépendance, elle est pensée, elle est conçue pour le justiciable, pour que vous puissiez en toute impartialité prononcer vos jugements. Et c'est cette impartialité qui assure la confiance du justiciable dans la justice et dans ses magistrats. Et cette indépendance, cette liberté, cette expression de la liberté de l'indépendance se traduit aussi par cette possibilité que vous avez d'aller dans la société. Je sais que tout cela est encadré. Tout cela est encadré par vos règles déontologiques. C'est pour ça que nous pouvons vous faire confiance. C'est pour ça que le pouvoir politique, l'exécutif, doit vous faire confiance. Nous pouvons vous faire confiance. Parce que vos limites sont posées par les règles déontologiques que vous respectez. Elles sont posées par l'éthique que vous allez enrichir personnellement lorsque vous allez exercer ce métier. Elles sont encadrées aussi par vos responsabilités qui sont réelles. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, elles sont réelles déjà, vos responsabilités. Elles sont définies par votre statut. Mais surtout, la beauté de votre fonction est résumée dans votre serment. Et fort de tout cela, vous pouvez en toute liberté, en toute indépendance, vous jeter dans la société, aller rencontrer les citoyens, parler aux citoyens, faire comprendre la grandeur et les difficultés, la réalité du service public de la justice, parce que le service public de la justice est un bien commun, c'est donc un bien de tous les citoyens. Cette école nationale de la magistrature qui vous forme est une école qui vous reçoit avec déjà de grandes capacités, de grandes connaissances juridiques. C'est une école qui vous apporte les fondamentaux sur les disciplines pénales et civiles, mais qui vous ouvre et qui doit de plus en plus vous ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres modes de pensée, à d'autres parcours, à d'autres façons de regarder la société et surtout à une capacité à percevoir la complexité de la société, la diversité de sa réalité, de ses réalités professionnelles, de ses réalités culturelles aussi, de sa réalité sociale. L'école doit vous ouvrir à cela. Et je crois qu'elle le fait. Elle le fait déjà par le recrutement, puisque ce recrutement diversifié permet que dans cette promotion, je l'ai regardé de près, il y a en particulier évidemment la majorité d'étudiants en droit ayant passé le concours, en plus des études universitaires, mais aussi d'autres parcours proches du droit, tels que des notaires, des avocats, des greffiers, un lieutenant de police, m'a-t-on dit,
Je ne lui demande pas de se lever. Il y avait un autre métier original. Enfin, oui, c'est original. On ne se trompe pas, on n'inverse pas. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis, il faut améliorer quand même encore la diversité sociale de recrutement. Je sais que l'école s'y emploie notamment par les cycles préparatoires, mais il faut vraiment faire en sorte que cette école nationale de la magistrature soit à l'image de la société, de sa complexité et de sa diversité. C'est une école généraliste, qui vous prend avec vos connaissances, qui vous forme aux fondamentaux, qui doit vous ouvrir aux autres. C'est une école spécifique aussi. J'ai entendu récemment encore, j'étais à un débat, c'était les débats sur l'histoire à Blois, et il y avait des interrogations sur cette école de droit. Pourquoi une école de droit? Pourquoi une école unique de droit? Je crois que cette école est indispensable. Je pense qu'elle est indispensable. Je suis certaine qu'elle est indispensable et nous devons la préserver parce que rendre la justice, c'est un métier qui s'apprend. C'est un très très beau métier, mais c'est un métier très difficile. Vous aurez à interpréter les lois et à les appliquer. Il faut que vous appreniez à le faire. Et autant il est utile que vous vous ouvriez à la société, comme je l'ai dit, et donc que les citoyens puissent entrer dans le service public de la justice, qu'ils puissent y entrer en tant qu'assesseurs, en tant que jurés. Mais ils viennent en plus de vous, magistrats professionnels, et de la précision et de la méticulosité avec lesquelles vous aurez appris à exercer ce métier, que vous apprendrez au fur et à mesure, que vous apprenez là, en bloc, mais que vous apprendrez confronté à l'expérience. Donc il est essentiel que vous ayez ce socle, et c'est ici que vous pouvez l'acquérir, ce socle. Donc cette professionnalisation est indispensable pour une justice de qualité dans notre pays. Et l'apport des citoyens est réellement un apport. Et je sais que vous veillerez en tout cas que vos enseignants veillent à vous alerter sur la nécessité de rester constamment en éveil par rapport à l'évolution des textes de loi, par rapport à la complexité de la société, par rapport à l'évolution des contentieux, par rapport en fait au renouvellement permanent de l'exercice de votre métier. Vous avez d'ailleurs, heureusement, l'obligation de suivre 5 jours de formation continue chaque année. C'est une disposition essentielle à laquelle je suis très attachée aussi. Et j'ai eu une séance de travail ce matin avec l'équipe de la formation continue. Je connais le catalogue, mais j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la présentation par les responsables de la formation continue de ces pôles de formation qui sont mis à votre disposition en tant que magistrat en formation continue, enrichis de vos expériences, taraudés par vos interrogations, mis sur la braise d'une certaine façon par les situations difficiles auxquelles vous aurez été confrontés, et donc un enrichissement pour les formateurs de ce retour d'expérience et de pratique que vous faites à l'occasion de la formation continue. Et comme cette formation continue s'ouvre aussi à d'autres métiers, à d'autres fonctionnaires, à d'autres ministères, à d'autres métiers, et surtout à des sujets qui sont liés aux problématiques qui travaillent ou qui traversent la société. Cette formation continue est un enrichissement permanent. C'est un maintien constant à l'état de veille. C'est un entretien de vos capacités, de vos potentialités. C'est un enrichissement de vos réflexions. Et cette formation continue, que nous allons essayer de consolider encore plus, et qui est conduite par des équipes extrêmement motivées à Bordeaux et à Paris, cette formation est un accompagnement permanent. Un accompagnement permanent parce que, en plus de cette interrogation sur vos expériences, vous avez besoin aussi, je crois, d'échanger sur un certain nombre de problématiques. J'ai travaillé avec le directeur depuis le mois de septembre, même avant, je crois, depuis juillet, nous nous sommes vus la première fois,
pour que des modules particuliers soient mis en place ou enrichis concernant le harcèlement sexuel, concernant les violences faites aux femmes, concernant un certain nombre de problématiques qui traversent la société très lourdement, le racisme, l'antisémitisme. Ce sont des formations continues qui sont déjà mises à disposition, mais il y a nécessité de les renforcer et de faire entendre et comprendre par chacun qu'il est important de s'y pencher, qu'il est important de s'y intéresser, qu'il est important de venir profiter de ces échanges et d'interventions de magistrats, de professeurs, d'universitaires, de scientifiques, de chercheurs de très grande qualité. Vous m'avez d'ailleurs, c'était plutôt les équipes, la dernière fois interrogé sur le statut des magistrats enseignants associés, des coordonnateurs régionaux de formation, ainsi que des magistrats évaluateurs associés. J'ai entendu qu'il y avait une demande de modification éventuelle des procédures de nomination pour plus de transparence. Je l'entends parfaitement et je l'approuve. Je dois dire que je suis très attachée au maintien des coordonnateurs régionaux de formation, parce qu'avec la réforme de 2008, qui a quand même changé de façon substantielle le fonctionnement de l'école, avec la réforme de 2008, le collège des formateurs a été supprimé. Cette réforme a changé, je le disais, le fonctionnement de l'école. Le rapport de l'inspection générale qui m'a été remis a été transmis à votre conseil d'administration et à votre direction. Les propositions contenues dans ce rapport ne sont pas de nature à bouleverser le fonctionnement actuel de l'école. J'ai recueilli l'avis de votre direction, celui de la direction des services judiciaires, mais aussi de représentants de magistrats, de jeunes auditeurs, d'organisations professionnelles. J'ai reçu récemment à la chancellerie 5 promotions, 5 délégués de promotion. Donc ceux qui avaient vécu l'avant 2008, ceux qui ont vécu la réforme de 2008 et ceux qui ont vécu l'après 2008. Je constate que quand même les avis sont un peu partagés. Certains considèrent qu'il faut à peu près un peu aménager la réforme de 2008. D'autres considèrent qu'il y aurait des bouleversements plus profonds à faire. Je pense que c'est tellement important qu'il faut prendre le temps. Donc j'ai demandé à la direction des services judiciaires d'entendre, y compris vous, les auditeurs de justice, d'entendre les chefs de cour, les chefs de juridiction, d'entendre la direction, bien entendu, tous les partenaires essentiels qui nous permettront de mesurer et d'apprécier le dosage nécessaire des modifications que nous devons apporter dans le fonctionnement de l'école. En sachant qu'il est essentiel que les équipes pédagogiques puissent contribuer à la conception des programmes. Compte tenu de la diversité des profils d'enseignants, il est bon que les équipes puissent contribuer à la réflexion. Mais nous allons faire les choses en douceur, avec une concertation réelle, profonde, de façon à améliorer effectivement le fonctionnement de l'école, autant que faire se doit, autant que faire se peut, non pas faire une réforme pour le plaisir d'en faire une, non pas faire des aménagements cosmétiques pour faire croire que, mais bien prendre la mesure de ce qu'il convient de faire. Si c'est très peu, ce sera très peu. Si c'est beaucoup, ce sera beaucoup. Nous ferons ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. Cette école a la possibilité également de former les secrétaires généraux et les chefs de juridiction. C'est une possibilité tout à fait intéressante, notamment pour les qualités managériales, entre autres. Je souhaite que ces formations soient ouvertes au plus grand nombre, parce que l'école vous forme, mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui peut émettre un avis sur vos affectations. Il n'y a donc pas de lien direct entre ceux qui seraient formés là par l'école et ceux qui se retrouveraient affectés. Il n'est pas souhaitable que cette formation se fasse systématiquement après. Donc je souhaite que la plupart d'entre vous puissent avoir accès de façon à ce que vous disposiez de la capacité, si vous le souhaitez, d'accéder à ces autres fonctions que celles que vous exercez en juridiction. Toutes ces possibilités montrent à quel point notre école est grande et belle. Elle a d'ailleurs prospéré. Son modèle a été exporté dans de nombreux pays. Je me suis déplacée récemment en Équateur et au Maroc.
Dans les deux cas, alors en Équateur, c'était une rencontre internationale des 35 pays des Amériques. Il se trouve que j'ai encore engagé l'école dans des échanges parce que la demande est forte. Le prestige de notre école, son rayonnement sont tels qu'il y a une demande internationale importante. Et ce rayonnement est lié évidemment à la qualité de la formation distribuée par l'école, mais également aux stages internationaux qui d'ailleurs seront réduits à partir de cette promotion. C'est à partir de cette promotion qu'ils sont réduits et je le regrette profondément. Je pense que l'école fera très attention aux critères de sélection. Je regrette qu'il y ait une sélection qui est justifiée par des raisons les plus prosaïques et les plus désagréables possibles. Ce sont des raisons budgétaires. Mais c'est ce rayonnement international qui contribue à faire que l'école soit demandée et qu'elle soit ainsi dans des relations bilatérales avec un certain nombre de pays, puisque à l'occasion de cette rencontre en Équateur, j'ai vu avec plusieurs ministres de la Justice pour des échanges entre écoles, et d'ailleurs récemment, le ministre de la Justice du Chili était à Paris et a donc consolidé tout cela. Cette école est donc précieuse. Je veux remercier personnellement les équipes, les personnels qui ont affronté ces dernières années une surcharge de travail avec la formation, par exemple, des juges consulaires, des juges de proximité, des médiateurs, des conciliateurs, avec un enrichissement du catalogue sur la formation continue. Je sais que ce sont de petites équipes, mais avec une motivation infinie. Ce sont des moyens logistiques souvent contraints aussi, de sorte qu'il y a une inventivité extraordinaire pour faire face aux besoins et aux demandes. Je veux donc dire toute ma gratitude aux équipes, et c'est avec la plus grande attention que chaque fois que ce sera nécessaire et possible, je ferai en sorte que les moyens vous soient donnés et que toutes les ficelles possibles, même si je parle sous le regard fusilleur de la directrice des services judiciaires, à qui je le disais ce matin, je tiens le rôle du méchant. Je tiens le rôle de la méchante lorsqu'on demande des augmentations d'effectifs. En tout cas, je ferai tout ce qui est possible parce que je tiens à ce que cette école continue à disposer des moyens pour progresser. Mesdames et messieurs, je le disais, vous allez entrer en fonction dans 1 an et demi. Vous êtes jeunes pour la plupart, et tous jeunes, parce que même ceux qui ont eu d'autres parcours, en fait, vont entrer en toute jeunesse dans cette nouvelle fonction. Vous allez le faire dans un contexte dont les difficultés sont là, mais dont le potentiel aussi est considérable. Vous allez le faire avec vos moyens, avec vos méthodes, avec vos facilités relationnelles. Vous allez le faire dans un contexte qui est marqué encore aujourd'hui, je m'en rends compte, par quelques événements de ces dernières années qui ont laissé des traces assez profondes. Je pense notamment au drame de Pornic qui a généré de l'amertume, qui a conduit les différents métiers, les différentes professions, ceux avec lesquels vous êtes en contact, à des interrogations fortes, à une crise aussi, parfois, je crois, y compris un peu presque ontologique sur le métier. Mais je suis sûre que vous allez surmonter tout cela. Vous allez surmonter tout cela par votre jeunesse, la jeunesse de tous, la jeunesse dans le métier, la jeunesse dans la vie aussi. Je pense à la définition que Jean Jaurès donnait de la République et dans son discours sur la jeunesse, c'était au début du siècle dernier, où il s'interrogeait sur ce que signifiait la République et il la définissait comme un acte de confiance. Un acte de confiance en disant qu'instituer la République, c'est faire le pari que des millions d'hommes sauront eux-mêmes concevoir les règles communes, en conciliant la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, et en sachant se combattre sans se déchirer. C'est ce que vous devrez faire, vous aussi, en tant que magistrat. Et je suis persuadée que vous saurez le faire. Dans ces moments difficiles où vous aurez à porter seul une décision de jugement, je vous invite à toujours échanger avec d'autres magistrats, bien entendu, mais autant que possible avec les autres, tous les autres qui concourent à l'œuvre de justice, les avocats, la police judiciaire,
les huissiers, les experts divers, les psychiatres, les conseillers d'insertion et de probation, les éducateurs, les personnels pénitentiaires, parce qu'ensemble, vous concourez à l'œuvre de justice. Je vous invite à toujours échanger avec d'autres magistrats. La collégialité est un principe important pour une justice équilibrée. Mais la décision, vous la prendrez en votre âme et conscience, au regard du droit et au nom du peuple français. Cette décision pèsera sur vous, à chaque fois. Et c'est sans doute la grandeur et la servitude de votre belle mission. Et tel que vous êtes appelé, invité, solennellement, fortement, symboliquement, à toujours vous ouvrir aux autres, à toujours échanger avec les autres, à toujours regarder l'autre, interroger l'autre, interroger ce qu'est l'autre et ce qui fait qu'en cette situation, il est en face de vous. Ayez constamment les yeux grands ouverts. Soyez réceptifs au monde, à ses effervescences, à ses contradictions, à ses exigences, à ses ambivalences aussi, à ses imperfections. Acceptez ce défi. Relevez ce pari. Convenez de la force et de l'importance de ces enjeux. Et partez en voyage. Partez en voyage, comme disait Pablo Neruda. Il meurt lentement, celui qui se soumet à l'habitude, refaisant chaque jour le même chemin. Il meurt lentement, celui qui ne lit pas, qui ne voyage pas. Ne te laisse pas mourir lentement, s'il vous plaît.